La Maison-Blanche, l'endroit où réside la personne la plus puissante au monde. Vraiment? Le statut présidentiel est-il gage... J'ai dit le statut et non la statue. Est-il gage d'un réel pouvoir sur la politique internationale des États-Unis? Il semble bien que non. Un homme qui représente bien ce dilemme entre convictions personnelles et obligations présidentielles est John F. Kennedy, à l'ère de la décolonisation. Kennedy est né au Massachusetts le 29 mai 1917 et descend d'une famille irlandaise. Il débute sa carrière politique en 1946 au sein de la Chambre des représentants et est élu sénateur dès 1952. En 1960, il obtient la nomination démocrate face à Hubert Humphrey, Lyndon B. Johnson et Adlai Stevenson. Puis, il bat de justesse le candidat républicain Richard Nixon aux élections de 1960. Le 20 janvier 1961, JFK devient le plus jeune président élu, un titre qui tient toujours aujourd'hui. Revenons un petit peu en arrière. Le 2 juillet 1957, JFK tient un discours mémorable devant le Sénat américain en tant que sénateur du Massachusetts. Il exprime sa sympathie envers le mouvement indépendantiste algérien aux grandes dames de l'allié français. C'est la première fois qu'un point de vue diamétralement opposé à celui de l'establishment américain est proposé au Sénat. On pourrait enfin croire que les portes de l'autodétermination s'ouvriront pour le monde entier, mais le contexte national et mondial influencera la prise de position officielle de JFK 3 ans plus tard. Le discours même de JFK comporte deux grandes idées qui sont à retenir pour la suite. Premièrement, Kennedy souhaitait se dissocier de la politique eurocentriste d'Eisenhower en étant favorable à l'émancipation des colonies. Peut-être était-ce un premier calcul politique en vue des élections de 1960. Deuxièmement, au contraire des puissances coloniales déclinantes, Kennedy reconnaissait les mouvements de libération nationale en plein essor à la moitié du 20e siècle. Pensant inévitable émergence d'un tiers-monde libre, il jugeait sans risque politique d'exprimer son appui à ce dernier. Un peu de contextualisation. À la fin des années 50, pourquoi est-ce que le futur président tempère son positionnement par rapport à l'indépendance algérienne? Au moment de la guerre froide, les États-Unis se retrouvent face à un grand dilemme. Ils doivent préserver l'unité des pays occidentaux tout en supportant l'autodétermination des peuples. Pourquoi? Parce que si les États-Unis ne supportent pas la décolonisation des pays du tiers-monde, il y a danger que ces nouveaux États ne tombent aux mains des communistes. Cependant, si les Américains décident de supporter ouvertement l'émancipation de ces populations, leurs alliés occidentaux seront affaiblis par la perte d'une partie de leur empire. Dans ce contexte, JFK se voit donc dans l'impossibilité de soutenir sa position anticoloniale sans devoir la nuancer. Il devra donc développer ce qu'on appelle aujourd'hui la balance maneuver. Lors de ses discours, JFK s'efforce de créer un lien entre le communisme et le colonialisme et inversement, entre l'anticolonialisme avec l'anticommunisme. Une multitude d'événements vont aussi teinter le positionnement du futur président. La réaction française à la demande algérienne d'un appui officiel américain, le rapprochement de l'Irak et du Liban à l'Union soviétique et le nationalisme vietnamien qui se veut un foyer du communisme. Ainsi, dès le début de la course à la présidence, JFK se rangera derrière les lignes officielles du Parti démocrate et évitera de mentionner l'Algérie directement. Il prône désormais la défense commune des pays occidentaux et donnera éventuellement son appui inconditionnel à la France. En conséquent, le nouveau président ne sera pas en mesure de soutenir publiquement ses opinions personnelles lorsqu'il sera question de décolonisation. Poussé par des événements nationaux et internationaux, mais surtout par le climat qu'instaure la guerre froide partout dans le monde, JFK deviendra un simple représentant de son parti.